tu sais comment le provoquer, m'a murmuré ma mère, alors que je me tenais assise sur le sol de la salle de bain, à 14 ans, en pressant un gant de toilette froid contre mes côtes. C'était la phrase qui a bercé mon enfance. Pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « il n'avait pas le droit ». Juste, tu sais comment le provoquer. Comme si ces bleus étaient un choix que j'avais fait. Pendant 18 ans, chaque fois que mon père me frappait, ma mère attendait qu'il quitte la pièce pour me dire une variante de cette phrase. Et pendant 18 ans, je l'ai cru. J'ai cru que j'étais le problème. Le jour où j'ai déménagé, elle m'a appelé pour me dire que j'étais en train de détruire la famille. Je lui ai répondu, tu l'as regardé me détruire pendant 18 ans, et tu n'as rien dit. Elle a raccroché. S'en sont suivis 6 mois de silence. Puis, elle a rappelé, en pleurant. Elle a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre de sa part. Ce n'était pas des excuses. C'était bien plus grand que cela, et cela a tout changé. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez sincèrement connecté à ce que je m'apprête à vous dire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. Je m'appelle Megan. J'ai 24 ans. Je suis infirmière dans un petit hôpital local, en Ohio. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 14 ans, l'été où j'ai enfin compris que ma mère ne me protégerait jamais. Si vous passiez devant notre maison, sur Maple Ridge Lane, vous penseriez voir la famille américaine la plus parfaite du quartier. Une maison coloniale blanche, avec des volets noirs, une pelouse si régulière qu'on aurait dit que Richard Moore la tondait avec une règle, ce qu'il a d'ailleurs, honnêtement, peut-être fait. Il y avait toujours un drapeau sur le porche, toujours une couronne sur la porte assortie à la saison, et toujours un Ford F-250 dans l'allée, lavé chaque samedi matin, avant même que quiconque dans la rue ne soit réveillé. Mon père était diacre à l'église baptiste de Grèce. Il possédait une petite entreprise de construction, d'environ 15 employés, qui s'occupait principalement de rénovation commerciale et de contrats municipaux. Il a entraîné la Little League pendant 3 ans, non pas parce qu'il aimait le baseball, mais parce que les parents dans les gradins étaient les mêmes personnes qui siégeaient au conseil d'urbanisme de la ville. Tout ce que Richard Moore faisait avait un public, et chaque public avait un but. Ma mère, Linda, était cette femme qui arrivait toujours au repas partagé avec un plat chaud et un gilet boutonné jusqu'au col, les cheveux épinglés, le sourire doux, la voix basse. Elle appelait chaque homme, monsieur, et chaque femme, ma chérie. Si vous aviez demandé à n'importe qui en ville de la décrire, on vous aurait répondu, une épouse dévouée, une bonne chrétienne. Et puis, il y avait moi, la fille silencieuse au 3e rang, chaque dimanche, assise entre mes parents, les mains croisées sur les genoux, portant des manches longues en plein mois de juillet. Personne n'a demandé pourquoi. Pas une seule fois. Ni les professeurs de l'école du dimanche, ni les voisins, ni les femmes qui disaient à ma mère quelle belle famille elle avait. Personne n'a regardé au-delà du drapeau sur le porche, de la pelouse tondue, ou de la poignée de main de mon père assez ferme pour que les hommes le respectent, assez douce pour tromper tous les autres. Si vous étiez passé devant notre maison, vous vous seriez trompé sur notre compte. Tout le monde s'est trompé. La première fois que je m'en souviens clairement, j'avais 10 ans. J'avais oublié de faire la vaisselle après le dîner. Pas refusé ou oublié. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine, et les assiettes étaient encore dans l'évier, quand mon père est revenu du garage. Il n'a pas crié. C'est ce que les gens ne comprennent jamais. Richard Moore ne haussait pas la voix. Il a reculé sa chaise lentement, a posé ses 2 mains à plat sur le bois, et a dit, de ce ton bas et monocorde qui me glace encore le sang, viens ici. La porte de la chambre s'est refermée. Ce qui s'est passé derrière? Je ne vais pas le décrire. Je vous dirai simplement que le lendemain matin, j'ai compté 3 bleus sous mes côtes, du côté gauche, et j'ai appris à faire la vaisselle avant même de m'asseoir pour faire quoi que ce soit d'autre. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas la douleur, c'est ce qui est venu après. Ma mère est entrée dans ma chambre, environ 20 minutes plus tard, après que son camion a quitté l'allée. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle n'a pas regardé les bleus. Elle a regardé mon visage, et elle a chuchoté, tu sais, papa n'aime pas la vaisselle sale. Pourquoi continues-tu à le provoquer? Comme si j'avais appuyé sur un bouton, comme si ce qui m'était arrivé était la conséquence naturelle de ma propre négligence. J'avais 10 ans. Mon frère, Ethan, en avait 4 à l'époque.
Il était dans le salon en train de regarder des dessins animés pendant que cela se passait. Mon père ne l'a jamais touché, pas une seule fois, à l'époque. Ethan était le fils, celui qui portait le nom, celui que mon père appelait « champion » et qui l'emmenait sur les chantiers le samedi. J'avais l'habitude de penser que la différence entre nous était simple, Ethan était bon, et moi, j'étais le problème. Il m'a fallu 14 ans de plus pour comprendre que c'était faux. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà allé aux urgences 3 fois. Chaque visite suivait le même scénario. Ma mère conduisait. Mon père venait aussi, calme, inquiet, la main posée sur mon épaule comme un père dans un film de Noël. « Elle est si maladroite », disait Linda à l'infirmière d'accueil. Toujours à courir partout, sans jamais regarder où elle va. Et elle riait de ce petit rire doux et entraîné. L'infirmière lui rendait son sourire, car pourquoi ne le ferait-elle pas? L'homme debout à côté de nous était un diacre. Il entraînait la Little League. Il sentait l'allspice et la sueur de bois fraîche. Lors de la 3e visite, pourtant, je me souviens que la doctoresse s'est arrêtée. Elle a regardé mon bras, puis mon dossier, puis elle m'a regardé. J'ai senti sa question avant même qu'elle ne la pose, « Est-ce que quelqu'un vous fait du mal ?» La main de mon père s'est serrée sur mon épaule. Pas assez fort pour que la doctoresse le voie, juste assez pour que je le sente. Elle est encore tombée dans les escaliers, a-t-il dit en souriant. Je n'arrête pas de lui dire, on ne court pas en chaussettes. La doctoresse a écrit quelque chose dans le dossier. J'ai découvert des années plus tard ce qui était écrit, blessures récurrentes incompatibles avec le mécanisme déclaré. Recommander un suivi par les services de protection de l'enfance, CPS. Mais les services ne sont jamais venus. Dans une ville où Richard Moore avait serré la main de tout le monde, du chef des pompiers au greffier du comté, une note dans un dossier n'était qu'une note dans un dossier. Je ne le savais pas alors, mais ce dossier, ces 5 visites, chacune documentée avec des dates, des descriptions et les observations d'un médecin, attendait dans un système informatique. Il n'attendait pas un avocat, ni un tribunal, il attendait juste le jour où je serais assez grande, et assez informée, pour le demander. Ce jour était encore à 10 ans de là, mais la trace écrite, elle, avait déjà commencé. À 16 ans, j'ai trouvé un emploi à temps partiel à la pharmacie de Grand Street. Je n'ai pas demandé la permission à mon père. J'ai demandé à mon conseiller d'orientation de signer le permis de travail, en lui disant que c'était pour économiser pour l'université, et j'ai commencé à emballer des ordonnances 3 après-midi par semaine, à 9,25 $ l'heure. Mon père l'a appris en moins d'une semaine. Il n'a pas aimé ça non pas parce qu'il se souciait de mon emploi du temps, mais parce qu'une fille avec son propre salaire est une fille qui a des options. Et Richard Moore n'élevait pas ses enfants pour qu'ils aient des options qu'il ne contrôlait pas. Aucune fille de chez moi n'a besoin de travailler, a-t-il dit au dîner. Sa voix était agréable, ses yeux ne l'étaient pas. Les gens vont penser que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. J'ai gardé ce travail. J'ai gardé chaque dollar dans une boîte à chaussures sous mon lit, caché derrière une pile de vieux manuels scolaires. Au bout de 6 mois, j'avais 412 $, assez pour un dépôt de garantie pour le plus petit appartement du comté, si jamais j'en avais besoin. Ma mère a vu la boîte une fois. Je suis rentré et je l'ai trouvée debout dans ma chambre, fixant la boîte sur mon bureau comme si c'était une grenade. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec une expression que je n'arrivais pas à décoder, de la peur, peut-être, ou autre chose. De l'envie, peut-être, ou de la reconnaissance. Comme si elle regardait une version d'elle-même, qui aurait fait un choix différent à 22 ans. Puis, mon père l'a trouvée. Il a pris chaque dollar, les a comptés à la table de la cuisine devant moi, a rangé les billets dans son portefeuille, et a dit, « L'argent gagné sous mon toit appartient à ce foyer. » Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je suis resté allongé dans mon lit à fixer le plafond, et j'ai commencé à cacher de l'argent liquide dans une boîte de tampons dans l'armoire de la salle de bain, et j'ai commencé à compter les jours. À 17 ans, j'avais économisé assez pour une caution et le premier mois de loyer d'un studio, à 2 villes de là. J'avais été accepté dans le programme de soins infirmiers de l'université communautaire. J'ai postulé sans le dire à personne, j'ai utilisé l'ordinateur de la bibliothèque de l'école, et j'ai fait envoyer la lettre d'acceptation à une boîte postale que j'avais louée pour 11 $ par mois. Mais le courrier est une chose fragile, dans une maison où une seule personne contrôle tout. Le jour où la 2e copie de mon résumé d'aide financière est arrivée, celle que j'avais accidentellement fait envoyer à la maison, mon père a été celui qui a ouvert la boîte aux lettres.
Il a apporté l'enveloppe au dîner, et l'a posée à côté de la salière. Il n'en a pas parlé avant que nous soyons tous assis, fourchette en main, avec la vapeur qui montait de la purée de pommes de terre que ma mère avait mis 1 heure à préparer. « C'est quoi, ça ?» a-t-il demandé. Sa voix était calme, presque curieuse. J'ai regardé l'enveloppe. Mon cœur a sombré. « C'est à moi, ai-je dit. » Il l'a ouverte lentement, l'a lue, puis il m'a regardé pas encore en colère, pas tout à fait et a dit, « Tu crois que tu vas partir ? Personne dans cette famille ne prend de décision sans passer par moi. » Il a déchiré la lettre lentement. Une déchirure nette au milieu, puis une autre. 4 morceaux posés proprement à côté de son assiette, comme s'ils faisaient partie du couvert. Ma mère a coupé sa viande. Ethan, 11 ans, petit pour son âge, fixait son assiette. Personne n'a parlé. Après le dîner, je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé le bureau des admissions, caché sous ma couverture. J'ai besoin d'une copie de remplacement, ai-je chuchoté. L'original a été endommagé. La femme à l'autre bout du fil a marqué une pause, puis elle a dit doucement, « Nous en enverrons une nouvelle à l'adresse que vous voulez, ma puce. » Je lui ai donné le numéro de ma boîte postale. Je suis parti le jour de mes 18 ans. Mon père était sur un chantier. J'avais vérifié son emploi du temps la veille, une rénovation commerciale à 40 minutes de route. Il ne rentrerait pas avant 18 heures. Ma mère était dans la cuisine. J'avais 2 valises, un sac à dos, et la Honda de mon amie Rachel qui tournait au ralenti devant le trottoir. J'ai descendu la première valise, et ma mère ne s'est pas retournée. Elle se tenait devant le comptoir, le dos tourné, lavant une assiette qui était déjà propre. « Si tu pars, a-t-elle dit, qui va m'aider pour le dîner ?» Il ne s'agissait pas vraiment du dîner. Je le sais maintenant. C'était la seule façon que Linda Moore connaissait pour dire, « S'il te plaît, ne pars pas », sans admettre pourquoi elle avait besoin que je reste. Si j'étais dans la maison, j'étais le paratonnerre. Si je partais, la foudre devrait tomber ailleurs. J'ai posé la valise près de la porte et je suis allé dans la chambre d'Ethan. Il était assis sur son lit, il avait 12 ans, et il essayait de ne pas pleurer. Je me suis agenouillé devant lui et je lui ai pris les mains. « Je vais revenir te chercher », lui ai-je dit. « Je te le promets. » Il a hoché la tête. Il ne m'a pas demandé de rester. Même à 12 ans, il comprenait que rester signifiait quelque chose de bien pire que de s'ennuyer de moi. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai pris mes sacs, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Ma mère ne s'est jamais retournée. Mais quand je suis monté dans la voiture de Rachel, et que j'ai regardé la maison une dernière fois, je l'ai vue debout, derrière le rideau du salon. Elle avait une main pressée à plat contre la vitre, et elle regardait. Pendant une seconde, le rideau est resté ouvert. Puis, il est retombé. C'était la dernière fois que je voyais ma mère pendant 6 mois. 3 semaines après mon départ, j'étais assise sur le sol de mon studio, un matelas par terre, une lampe d'occasion, des rideaux achetés au rayon des stockages d'IKEA pour 7 $. Et pour la première fois de ma vie, j'ai remarqué quelque chose, le silence. Pas le genre de silence qui précède le claquement d'une porte. Le genre de silence qui existe, tout simplement, paisible, ordinaire. Puis, mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère s'est affiché. J'ai failli ne pas répondre. Mais une partie de moi, celle qui avait passé 18 ans à espérer qu'elle me choisisse, a décroché. Elle n'a pas demandé comment j'allais, elle n'a pas posé de questions sur l'appartement, le travail ou mes cours. Elle est allée droit au but. Ton père ne mange plus. Il ne dort plus. La maison ne semble plus la même sans toi. Un silence, puis, tu es en train de détruire cette famille, Megan. Sais-tu ce que les gens disent à l'église? J'étais là, le téléphone pressé contre l'oreille, et j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la colère, pas exactement, quelque chose de plus calme. De la clarté. Tu l'as regardé me détruire pendant 18 ans, et tu n'as rien dit, ai-je dit. Ne m'appelle pas pour dire que c'est moi qui brise tout. Le silence pas le bon, cette fois. Puis un clic. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le sol à côté de moi, j'ai appuyé ma tête contre le mur, et j'ai fixé la tache d'humidité au plafond. On aurait dit la carte d'un endroit où je n'étais jamais allé. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes entre 10 et 17 ans, il ne restait plus rien.
Juste un calme creux, bourdonnant. Je pensais qu'elle rappellerait ce soir-là, le lendemain, ou dans la semaine. Elle ne l'a pas fait. 6 mois de rien du tout. J'ai terminé ma première année d'école d'infirmière avec une moyenne de 17/20, et un nœud permanent entre les omoplates à force d'enchaîner les doubles gardes à la maison de retraite de la route 9. Mon appartement était petit, mais propre, une plante grasse sur le rebord de la fenêtre, une étagère de seconde main, mes blouses qui séchaient sur un étendoir près du radiateur. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque objet dans cette pièce était quelque chose que j'avais choisi, et cela la rendait plus mienne que n'importe quelle chambre que j'avais eue sur Maple Ridge Lane. J'ai essayé d'appeler Ethan 3 fois. À chaque fois, je tombais sur sa messagerie. La 4e fois, un SMS est revenu du numéro de mon père, « Arrête d'appeler ce téléphone ». Richard avait pris le portable d'Ethan. Évidemment. On ne peut pas contrôler un garçon si sa sœur continue de lui rappeler qu'il existe un monde en dehors de la maison. La nuit, seul dans mon lit, je me demandais, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'Ethan est assis dans sa chambre en ce moment même, en train de compter les fissures au plafond comme je le faisais? Et puis la question la plus dure, celle qui pesait sur ma poitrine comme une pierre, est-ce que je l'ai abandonné? Un soir, je faisais défiler Facebook, ce n'est pas quelque chose que je faisais souvent, et j'ai vu la page de l'église baptiste de Grèce. Une photo de mon père, souriant à pleines dents, le bras autour de l'épaule du pasteur David, debout devant une bannière que j'ai dû lire 2 fois pour y croire, nommée pour l'homme de l'année 2025, Richard Moore. Sous la photo, un commentaire du comte de Linda, tellement fier de cet homme et de cette famille. Dieu est bon. La famille sur cette photo ne comptait que 3 personnes. J'avais été recadré. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai fermé l'application, éteint la lumière, et je suis resté allongé dans le noir, à écouter le silence qui, autrefois, me semblait rassurant. Ce silence-là me paraissait différent, désormais. Et puis, à 23h, un soir de la mi-octobre, mon téléphone a sonné à nouveau. Je n'ai presque pas reconnu sa voix au début. Non pas qu'elle ait changé, mais parce que je n'avais jamais entendu ma mère pleurer. Pas comme ça. Pas de cette manière brute, incontrôlée. Le genre de son qui sort quand on a gardé quelque chose en soi pendant si longtemps que le contenant finit par éclater. Megan. Sa voix s'est brisée sur la 2e syllabe. Megan, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas parlé. J'ai juste tenu le téléphone. Il a commencé à frapper Ethan. La pièce a vacillé. J'ai pressé ma main à plat contre le matelas pour me stabiliser, comme si le sol risquait de bouger pour de bon. Quand? Ai-je demandé. Après ton départ. Lentement, au début des bousculades, des empoignades. Ethan a répondu à propos du bal de promo avec ses amis. Ton père, elle ne pouvait pas finir sa phrase. Elle a réessayé. Il l'a frappé, Megan. Fort. Comme il le faisait, comme il me frappait, moi. Elle ne pouvait pas le dire clairement. Mais nous l'avons toutes les deux entendu. Et puis elle a dit cette chose, cette phrase que j'ai rejouée 1000 fois depuis. Celle que je n'aurais jamais, de toute ma vie, espéré entendre de la part de Linda Moore. Je l'ai enregistrée sur mon vieux téléphone. J'ai l'audio. Sa voix. Ce qu'il a dit. Tout est là. Megan, je me suis trompé sur tout. Sur absolument tout. Je suis tellement désolé. Je me suis assise sur le bord de mon matelas, dans le noir, et j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de moi, quelque chose que je pensais s'être refermé pour toujours il y a des années. Ce n'était pas du pardon, je n'en étais pas encore là. Ni du soulagement. C'était quelque chose de plus compliqué. Comme de regarder quelqu'un que l'on avait abandonné faire un seul petit pas dans la bonne direction, sans savoir s'il fallait ressentir de l'espoir ou du chagrin pour les 18 ans de pas qui n'étaient jamais venus. Envoie-moi le fichier, ai-je dit. Ce soir. Et ne l'efface pas. Elle l'a envoyé à 23h47. 4 minutes et 22 secondes. J'ai agi vite. Le lendemain matin, j'ai appelé un bureau d'aide juridique situé à 2 comtés de là, assez loin pour que personne ne connaisse le nom des Moore, et j'ai expliqué ma situation. L'avocate, une femme nommée Janet, m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit, vous avez des options, mais votre père a une longueur d'avance sur le récit. Et dans les petites villes, le récit fait tout. Elle avait raison. Car pendant que je passais des appels et que je me renseignais sur les ordonnances de protection,
Richard faisait ce qu'il fait de mieux, gérer les apparences. En une semaine, la version des faits qui circulait à l'église était la suivante: Meghan Moore, perturbée depuis l'adolescence, consommant probablement des substances, mentalement instable, essayait de déchirer une famille pieuse pour des raisons que personne ne pouvait vraiment expliquer. Richard avait dit au pasteur David en privé, d'une voix lourde d'une inquiétude paternelle, qu'il avait tout essayé, qu'il priait pour moi chaque soir, et qu'il craignait que je ne m'engage sur une pente dangereuse. Le pasteur David m'a appelé pour prendre des nouvelles. Son ton était prudent, pastoral, mais je pouvais deviner l'ombre des paroles de mon père derrière ces questions. Ton père dit que tu traverses une période difficile, Meghan. Y a-t-il quelque chose que l'Église puisse faire? Cela s'est propagé au-delà de l'Église. Une collègue à l'hôpital, une femme que je connaissais à peine, m'a arrêté dans la salle de pause. Et, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes familiaux. Ça va? Quelqu'un a mentionné que, elle s'est interrompue, gênée. Dans une ville de 14 000 habitants, la réputation voyage plus vite que la vérité. Et mon père avait passé 3 décennies à bâtir la sienne, brique après brique, avec soin. Qui allait croire une infirmière de 24 ans plutôt qu'un diacre qui avait coulé les fondations de la nouvelle salle paroissiale avec sa propre équipe, au prix coûtant? Personne. Pas encore. Le truc avec Richard Moore, c'est qu'il ne se contente pas de contrôler les gens, il contrôle leurs issues de secours. Et la sortie d'Ethan avait un prix, 38 000 $. C'était le compte d'épargne que mes parents avaient constitué depuis la naissance d'Ethan. Le fonds pour l'université, chaque chèque d'anniversaire de grand-mère Dot, chaque remboursement d'impôts, tout cela dormait sur un compte à la First National, au nom de Richard. Légalement, cet argent lui appartenait, il pouvait en faire ce qu'il voulait, et il le savait parfaitement. Ethan m'a appelé depuis le téléphone d'un ami, un soir, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Il avait été accepté dans un programme d'ingénierie. Une bonne école, des frais de scolarité raisonnables, à 2 heures de la maison et une vraie porte de sortie. Il m'a fait m'asseoir à la table de la cuisine, a dit Ethan. Il n'a pas crié. Il était calme. Il a dit, tu veux cet argent? Alors tu fais ce que je dis. Aucun contact avec ta sœur. Tu ne racontes à personne ce qui se passe dans cette maison. Et tu viens à la cérémonie de l'homme de l'année. Tu porteras le costume que je t'ai acheté, et tu souriras. J'ai fermé les yeux. Meg, j'ai besoin de cet argent. Je ne peux pas payer sans ça. Je ne sais pas quoi faire. Elle était là, la laisse. La même que Richard avait utilisée sur moi, mais avec un montant plus élevé. Ce n'était pas un père qui épargnait pour l'avenir de son fils, c'était un homme qui comprenait que la prison la moins chère est celle que l'on construit avec l'espoir de quelqu'un d'autre. Ne fais rien pour l'instant, ai-je dit à Ethan. N'accepte pas. Ne refuse pas à temps, tout simplement. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec un bloc-notes, et j'ai écrit 3 points. Dossiers médicaux, mon droit de les demander. L'enregistrement audio de Linda, l'Ohio est un état où le consentement d'une seule partie suffit. J'avais besoin d'une scène, et Richard venait de m'en construire une. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas ma mère cette fois, c'était mon père. Sa voix était chaleureuse, détendue, la voix qu'il utilisait lors des barbecues de l'église et des réunions du conseil municipal, celle conçue pour vous faire oublier qu'il était capable de quoi que ce soit d'autre. Meghan, ma chérie. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis des années. Je sais que nous avons une eau différente, mais je veux mettre tout cela derrière nous. L'église organise un dîner pour l'homme de l'année, samedi prochain. Toute la congrégation sera là. 200 personnes, peut-être plus. Je veux que notre famille soit ensemble sur cette scène. Tous les 4. Pour montrer à tout le monde que les Moore sont soudés. J'ai tenu le téléphone et je n'ai rien dit. Le pasteur David pense que ce serait vraiment significatif, a-t-il poursuivi. La fille prodigue qui revient à la maison. Les gens adorent cette histoire. Je comprenais exactement ce que c'était, pas une branche d'olivier, mais une mise en scène. Richard avait besoin de l'image de sa famille intacte, de sa fille revenue, souriante, debout à ses côtés. Car les rumeurs qu'il avait semées à mon sujet ne fonctionnaient que si je restais à l'écart. Si je revenais de mon plein gré, cela prouvait que tout était dans ma tête. Cela prouvait qu'il était le bon père. Affaire classée. Si je disais non, il dirait à toute la ville, vous voyez,
Elle est irrécupérable. Même son propre père ne peut plus l'atteindre. Si je disais oui, je rentrerais sagement dans son cadre et je disparaîtrais à l'intérieur. Dans les deux cas, il gagnait. À moins que je n'arrive avec un scénario différent. Je serai là, papa, ai-je dit. Il a expiré, soulagé. Victorieux, même. C'est ma fille. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Mes mains ne tremblaient pas. Pour la première fois de ma vie, elles ne tremblaient pas avant une conversation avec mon père. Il m'avait invité sur sa scène. Il ne savait pas que j'apportais la mienne. Le plan était simple, mais il reposait sur des personnes qui avaient passé toute leur vie à être tout sauf courageuses. J'ai appelé ma mère le soir suivant, et je lui ai dit ce que j'allais faire, apporter les dossiers médicaux, diffuser l'audio, et laisser la vérité éclater devant les mêmes 200 personnes pour lesquelles mon père jouait la comédie depuis 30 ans. J'ai besoin que tu sois là, ai-je dit. Je ne te demande pas de parler. Je te demande juste d'être présente. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas coupé. Mégane, je ne peux pas. Sa voix était minuscule, la même voix qu'elle utilisait à table quand mon père demandait pourquoi le rôti était trop cuit, ou pourquoi le linge n'était pas plié, ou pourquoi la maison n'était pas assez calme. La voix d'une femme qui avait été entraînée, année après année, à se faire la plus petite possible. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tout le monde à l'église lui fait confiance. Ils vont me regarder comme si j'étais. Comme si tu étais quoi, maman? Comme si tu avais laissé faire? J'ai laissé cette phrase flotter, parce que c'était le cas, et elle le savait. Et cette connaissance allait soit la paralyser, soit la pousser en avant. Et je ne pouvais pas faire ce choix pour elle. Tu as laissé faire, ai-je dit, sans vouloir être cruel, mais parce que c'était vrai. Et si nous voulons nous tenir dans une pièce pleine de monde pour dire la vérité, nous devons commencer par nous la dire à nous-mêmes. Mais tu as aussi appuyé sur enregistrer, et cela compte. Un autre silence, plus long. Je vais essayer, a-t-elle chuchoté. Je vais essayer d'être là. J'ai raccroché en sachant que, essayer, n'était pas une promesse. Tout mon plan dépendait d'une femme qui avait passé 28 ans à apprendre comment disparaître, et je lui demandais d'être visible. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital du comté où j'avais été emmené 5 fois avant l'âge de 16 ans. Je connaissais le bâtiment. Je connaissais le système. J'étais infirmière, j'avais passé 2 ans à travailler au sein des infrastructures de dossiers de santé. Et je savais une chose avec une certitude absolue, selon la loi HIPAA, chaque patient a le droit légal de demander ses propres dossiers médicaux. Pas besoin d'ordonnance du tribunal, pas besoin d'avocat. Juste un formulaire d'autorisation signé et une pièce d'identité valide. Le bureau de gestion des informations de santé se trouvait au sous-sol néon blafard, moquette beige, un bureau encombré de cartons de dossiers. La femme derrière le guichet avait la soixantaine, des lunettes de lecture au bout d'une chaîne, et un badge au nom de « Barbe ». J'ai besoin de copies de mon dossier médical, ai-je dit. Passage aux urgences. Tous. Elle a regardé ma pièce d'identité, a tapé mon nom, et s'est arrêtée. Puis elle a enlevé ses lunettes et m'a vraiment regardé, d'une façon dont personne dans cette ville ne m'avait regardé quand j'avais 10, 12 ou 14 ans. Je me souviens de votre nom, a-t-elle dit doucement. 5 passages aux urgences avant vos 16 ans. Je me suis toujours demandé ce que vous étiez devenu. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Le délai standard est de 7 à 10 jours ouvrables, a-t-elle ajouté. Mais ce dîner dont vous parlez, celui à l'église de Grèce. Je ne lui avais pas parlé du dîner. Elle a secoué la tête légèrement. C'est une petite ville, ma puce. Tout le monde est au courant pour ce dîner. Elle s'est retournée vers son ordinateur. Je les aurai pour jeudi. Jeudi, c'était 2 jours avant la cérémonie. Je suis reparti avec un reçu et un calendrier. Les dossiers montreraient 5 visites, dont 3 avec la même mention, blessures incompatibles avec un mécanisme accidentel. Une autre avec une recommandation de suivi par les services sociaux qui n'avait jamais eu lieu. Le papier a la mémoire longue, même quand les gens choisissent d'oublier. 2 jours avant la cérémonie, Richard Moore a organisé un barbecue. Je l'ai appris par Ethan, qui chuchotait dans le téléphone de son ami depuis l'arrière-cour, pendant que mon père se tenait devant le grill pour faire la cour à ses invités.
Une douzaine d'hommes de l'église et des anciens, des diacres, des présidents de comité mangeaient du porc effiloché en riant aux blagues de Richard, dans cette même cour où, 6 semaines plus tôt, il avait attrapé Ethan par le col assez fort pour déchirer les coutures. Il dit à tout le monde que tu reviens à la maison, a chuchoté Ethan. Il n'arrête pas de dire, ma fille revient enfin. Merci Seigneur. Ils le félicitent tous. Ce soir-là, j'ai ouvert Facebook. La page de l'église de Grèce avait publié un nouveau message, une photo de famille d'il y a 8 ans. Moi à 16 ans, Ethan à 10, Linda au milieu, le bras de Richard autour de nous tous, tout le monde souriait. La légende disait, la famille, c'est tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu est bon. 87 likes, 22 commentaires. Des cœurs, des émojis de prière. Quelle bénédiction. Le pasteur David m'a appelé cette nuit-là. Megan, ton père est tellement heureux que tu aies accepté de venir. Je pense que cela pourrait être un véritable tournant pour votre famille. La congrégation a hâte de vous voir tous réunis. J'ai écouté. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Et je suis resté assise dans mon appartement à regarder l'enveloppe Kraft sur ma table de cuisine, celle que Barb avait accélérée, et le téléphone à côté, contenant ce fichier audio de 4 minutes et 22 secondes. J'ai senti le poids de ce que j'allais faire. Richard Moore avait passé toute la semaine à transformer sa cérémonie de l'homme de l'année en une histoire de rédemption. La fille égarée revient. La famille guérit. L'amour du patriarche triomphe de tout. Tout le monde applaudit. Il avait écrit le scénario, distribué les rôles, construit la scène. Il avait juste oublié que j'avais appris à lire. La veille de la cérémonie, j'ai failli ne pas aller jusqu'au bout. Je me suis assise à ma table de cuisine à minuit, fixant les dossiers. 5 visites aux urgences tapées dans un langage clinique, date, description, les notes prudentes du médecin. À côté d'eux, mon téléphone chargé de 4 minutes et 22 secondes de la voix de mon père faisant exactement ce qu'il avait fait toute mon enfance, mais cette fois-ci, envers son fils. Et j'ai pensé, et si je me trompais? Pas sur les faits, ils étaient imprimés noir sur blanc, mais sur le résultat. Et si je me levais dans cette pièce, et que 200 personnes me regardaient comme elles m'avaient regardé toute ma vie, comme si j'étais le problème? Mon téléphone a vibré. Ethan, m'appelant encore depuis le portable de son ami. Meg. Sa voix était à peine un souffle. Papa m'a fait essayer le costume ce soir. Il a dit que si je disais un seul mot de travers demain, il retirait chaque dollar du compte. Un silence. Il a mesuré ma cravate, Meg. Il s'est vraiment tenu là, et il a mesuré ma cravate avec une règle pour s'assurer qu'elle était droite. J'ai fermé les yeux. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit. Je ne peux pas rester assis là-haut et sourire. Je ne peux pas faire semblant que nous allons bien, parce que nous n'allons pas bien. Nous n'avons jamais été bien de toute ma vie. Et dans sa voix, je m'entendais moi-même. 14 ans, assise sur le sol d'une salle de bain. 16 ans, cachant de l'argent dans une boîte de tampons. 18 ans, franchissant une porte sans se retourner. Sauf que moi, j'avais regardé en arrière, et le rideau était tombé. Tu n'auras pas à sourire demain, ai-je dit. Je te le promets. Je n'allais pas à cette cérémonie pour me venger. J'y allais parce que j'avais fait une promesse à un garçon de 12 ans, il y a 6 ans, et que je n'allais pas la rompre. Le samedi matin, j'ai tout étalé sur la table de la cuisine, l'enveloppe Kraft, 5 pages de dossiers médicaux, chacune frappée du sceau de l'hôpital, avec des dates allant de mes 9 ans à mes 15 ans, un langage clinique qui disait ce que personne dans ma famille n'oserait jamais formuler. Mon téléphone était chargé à bloc. Le fichier audio de Linda était synchronisé et testé. Une petite enceinte Bluetooth de format portable, de la taille d'une tasse à café, était glissée dans mon sac. J'ai appelé Janet, à l'aide juridique, une dernière fois. Si je diffuse un enregistrement que ma mère a fait chez elle, devant un rassemblement public. L'Ohio est un État à consentement unique, a-t-elle précisé. Votre mère a fait l'enregistrement. Elle a consenti. C'est légal. Et si je partage publiquement mes propres dossiers médicaux? Ce sont vos dossiers, Megan. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. J'ai expiré. J'ai choisi mes vêtements avec soin, une chemise blanche toute simple, un pantalon noir, des chaussures plates. Pas de bijoux, pas de maquillage,
rien de plus que ce que je porterais pour une garde à l'hôpital. Je voulais ressembler exactement à ce que j'étais, une infirmière de 24 ans qui travaille 60 heures par semaine, et qui paie son propre loyer. Pas la fille à problème que mon père avait décrite. Pas une victime jouant la carte du chagrin. Juste une femme disant la vérité, dans des vêtements sobres et propres. J'ai appelé ma mère une toute dernière fois. Maman, tu n'as rien à dire. Tu dois juste être là. Mais si tu veux parler, tu parles. Sa respiration était saccadée. D'accord. D'accord, tu seras là? Ou d'accord, tu vas essayer. Un long silence. Je serai là. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, j'ai tiré la fermeture éclair, et j'ai pris mes clés. La cérémonie commençait à 18 heures. Il était midi. Encore 6 heures de silence. Et puis, pour la première fois, j'allais le briser. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Grand-mère Dot appelait depuis la route. Je suis à 1 heure d'ici, a-t-elle dit. Sa voix avait cette qualité d'acier et de gravier qu'elle a toujours eue. 72 ans, veuve, vivant seule dans une maison de 2 chambres à la sortie de Columbus, et toujours la seule personne de ma famille qui appelait les choses par leur nom. Dorothy Jennings avait essayé de nous sauver une fois, par le passé. Quand j'avais 8 ans, elle était venue pour un week-end. Je portais un t-shirt, ce qui était rare pour moi, même à l'époque. En tendant le bras pour prendre un verre dans le placard, ma manche s'est relevée et elle a vu les bleus. Elle ne m'a rien dit à moi. Elle est allée directement voir ma mère. J'étais dans la pièce d'à côté, j'ai tout entendu. Linda, qu'est-ce qui est arrivé au bras de cet enfant? Elle est tombée, maman. Elle est maladroite. Linda, c'est moi qui t'ai mise au monde. Ne me mens pas. Ma mère a pleuré, mais elle n'est pas partie. Dot a appelé les services sociaux elle-même. Un travailleur social est venu, a posé quelques questions, et est reparti. Mon père a géré cela de la même manière qu'il gérait les rapports des urgences, de la même manière qu'il gérait tout, avec des poignées de main, du charme, et la machinerie silencieuse d'un homme qui connaît tout le monde dans une petite ville. Après cela, Dot n'a plus été la bienvenue dans la maison de Maple Ridge. 16 ans plus tard, elle faisait 2 heures de route, un samedi après-midi, pour s'asseoir sur une chaise pliante au fond d'une salle paroissiale, et regarder sa petite fille faire ce qu'elle n'avait pas pu faire. J'ai attendu 16 ans pour que quelqu'un fasse ce que je n'avais pas le pouvoir de faire, a-t-elle dit au téléphone, d'une voix ferme. Je serai dans cette pièce, Megan. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit de conduire prudemment. C'était suffisant. La salle paroissiale de l'église de Grèce sentait l'œillet et l'encaustique au citron. Des tables rondes étaient drapées de linge blanc. Des programmes en papier étaient posés sur chaque siège, des lettres dorées, une croix au sommet, et au centre, prix de l'homme de l'année en l'honneur de Richard Moore. Un pupitre à l'avant, muni d'un micro, était encadré par 2 arrangements floraux et une bannière qui avait dû coûter $300. La bannière proclamait « Foi, famille, service ». J'ai failli rire. 200 personnes remplissaient la pièce, les anciens de l'église, leurs épouses, des familles de la congrégation, des associés en affaires, quelques élus locaux, le genre de foule qui dirige une petite ville, non pas par la loi, mais par une poignée de main. Mon père connaissait chaque personne dans cette pièce. Il avait construit une terrasse pour l'un, donné des matériaux pour le garage d'un autre, parrainé la fille d'un troisième pour un voyage humanitaire. Chaque faveur était un investissement, et ce soir était son dividende. Richard se tenait près de la table de devant, dans un costume bleu marine, cravate rouge, et des boutons de manchette en or qui accrochaient la lumière quand il faisait des gestes, ce qu'il faisait souvent, car Richard Moore parle avec tout son corps quand il a un public. Linda se tenait à ses côtés dans une robe à fleurs pâles, les mains jointes devant elle, les yeux baissés. Ethan était assis, raide, sur une chaise qui semblait prête à l'engloutir, portant un costume qu'il n'avait manifestement pas choisi, avec sa cravate mesurée avec une précision militaire. Je suis entré à 18h15, seul. Richard m'a vu de l'autre côté de la pièce, son visage s'est éclairé pour le bénéfice du public, et il a traversé la salle les bras ouverts. La voilà. Tout le monde, ma fille est là. Il m'a serré dans ses bras. 200 personnes regardaient. Quelques-unes ont applaudi. Je n'ai pas rendu l'étreinte. Je ne me suis pas dégagé non plus. Je suis resté immobile,
les bras le long du corps, sentant ses mains sur mon dos. Dans mon sac, l'enveloppe Kraft pressée contre ma hanche. Dot était assise à une table tout au fond, elle observait. À 19h, le pasteur David s'est approché du pupitre. Ce soir, nous honorons un homme qui a servi cette église et cette communauté avec un dévouement inébranlable. Un homme de foi, un homme de famille, un homme dont les mains ont littéralement bâti les murs qui nous entourent. Rire. Applaudissements. Veuillez accueillir notre homme de l'année, Richard Moore. Standing ovation. 200 personnes debout. Mon père s'est avancé vers le pupitre comme il entrait dans chaque pièce, les épaules carrées, le menton haut, les yeux balayant la foule comme un homme arpentant une terre qui lui appartient. Il a agrippé le pupitre et a souri. Merci, pasteur David. Merci à tous, ici à Grèce. Il a marqué une pause calculée, comme il le faisait toujours. Non pas parce qu'il avait besoin de rassembler ses idées, mais parce qu'il comprenait que le silence crée l'attente. Cette année passée a mis ma famille à l'épreuve. Certains d'entre vous savent que ma fille et moi avons traversé une période difficile. Un murmure de sympathie a parcouru l'assemblée. Mais elle est là ce soir. Parce que c'est ce que fait une famille, on revient à la maison. Plus d'applaudissements. Une femme à la table voisine de la mienne a chuchoté, que Dieu le bénisse. C'est alors qu'il l'a dit. Mégane, monte ici, ma chérie. Viens te tenir aux côtés de ton vieux père. 200 visages se sont tournés vers moi. Le poids de l'attente sociale, communautaire, religieuse pesait de toutes parts. Si je restais assise, j'étais la fille ingrate. Si je montais pour jouer le jeu, j'étais son accessoire. Je me suis levé, j'ai pris mon sac, et j'ai marché vers l'estrade. Richard rayonnait. Il a passé son bras autour de mon épaule, la même épaule qu'il avait serrée aux urgences 10 ans plus tôt et a pressé. J'ai regardé sa main. Puis j'ai levé la mienne, et je l'ai doucement écartée. Pas violemment, pas de façon spectaculaire, j'ai simplement pris sa main et je l'ai replacée le long de son corps. La salle est devenue silencieuse, et j'ai vu cela dans ses yeux pour la première fois de ma vie, de la peur. Je me suis approché du micro. Merci, pasteur David, de me laisser me tenir ici ce soir. Ma voix était ferme. J'avais répété cela 3 fois dans mon appartement. Pas les mots, juste la fermeté. Mon père a dit que j'avais traversé une période difficile. Il a raison. C'est vrai. Mais pas pour les raisons qu'il vous a données. Richard a fait un mouvement vers le micro. Mégane, ça suffit. Je me suis décalé sur le côté, hors de sa portée, et j'ai continué. J'ai été admise aux urgences du comté 5 fois avant d'avoir 16 ans. À chaque fois, mes parents disaient aux médecins que j'étais tombé. À chaque fois, le personnel médical notait quelque chose de différent. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon sac, j'ai sorti l'enveloppe Kraft, je l'ai posée sur le pupitre et je l'ai ouverte, le tampon de l'hôpital bien visible. Ce sont mes dossiers médicaux. Mes propres dossiers, que j'ai tout à fait le droit de partager. Ils décrivent, et je cite, des blessures récurrentes incompatibles avec le mécanisme accidentel déclaré. Lors d'une visite, le médecin traitant a recommandé un suivi par les services de protection de l'enfance. Cela n'a jamais eu lieu. Le silence, pas celui qui est confortable. Celui où 200 personnes réalisent qu'elles retiennent leur souffle. Le visage de Richard était devenu livide. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour un homme qui avait bâti toute sa vie sur le contrôle de l'Assemblée, l'Assemblée venait de lui glisser entre les doigts. Ces dossiers sont juste ici, ai-je dit sur ce pupitre. Je ne demande à personne de me croire sur parole. Je vous demande de lire. Une femme au 2e rang a porté sa main à sa bouche. Un homme plus âgé, que j'ai reconnu comme étant l'un des diacres, s'est penché en avant sur sa chaise, fixant le pupitre comme s'il le voyait pour la première fois. Richard a retrouvé sa voix. Elle ment. Elle est instable depuis des années. Je vous l'avais dit à tous. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement ouvert l'enveloppe et étalé les pages sur le pupitre. Lisez, ai-je dit. Richard s'est tourné vers le pasteur David, qui se tenait sur le côté de l'estrade, les mains figées à la taille. David, c'est une affaire de famille. Nous n'avons pas besoin d'eux. Il y a une dernière chose, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone dans mon sac et j'ai posé l'enceinte Bluetooth sur le pupitre.
Mes mains étaient calmes. J'avais vérifié le volume 2 fois sur le parking. J'ai appuyé sur lecture. Le son qui a rempli la salle paroissiale était reconnaissable entre mille. La voix de mon père, pas le baryton chaleureux et mesuré qui charmait les 200 membres de l'église, mais la vraie. Celle qui vivait derrière les portes closes. Basse, froide, absolue, tu me réponds encore une seule fois. Un bruit sec, quelque chose qui frappe quelque chose. Puis Ethan, mon frère, 18 ans, criant. Assieds-toi. Tais-toi. Dans cette maison, c'est moi qui commande. 4 minutes et 22 secondes. L'enceinte n'était pas puissante, mais dans une pièce aussi silencieuse, elle n'avait pas besoin de l'être. Chaque mot atteignait chaque table. Chaque souffle coupé était audible. Une mère, vers le fond, a attiré son jeune fils contre elle. L'un des diacres, un homme qui était au barbecue 2 jours plus tôt en train de rire aux blagues de Richard, s'est levé et est sorti sans dire un mot. J'ai arrêté l'enregistrement. Ceci a été enregistré par ma mère, Linda Moore, dans notre maison familiale le mois dernier. Selon la loi de l'Ohio, elle avait tout à fait le droit de l'enregistrer. Elle était présente. Elle a consenti. J'ai regardé la salle. Certains visages étaient frappés de stupeur, certains pleuraient. Quelques-uns semblaient en colère contre moi, peut-être, ou contre eux-mêmes pour n'avoir rien vu. Une femme, près de l'avant, secouait la tête lentement, encore et encore, comme si elle essayait d'effacer ce qu'elle venait d'entendre. Richard a agrippé le bord du pupitre. C'est tu ne peux pas c'est privé. C'est ma famille. Cela a cessé d'être privé, ai-je dit, dès l'instant où cela a laissé des bleus. Le bruit d'une chaise a grincé au fond de la pièce. Ma grand-mère s'est levée. 72 ans, gilet gris, chaussures plates et pragmatiques, le genre de femme qui repasse ses serviettes de table et ne supporte pas les imbéciles. Elle n'a pas marché vers l'estrade, elle n'en avait pas besoin. Sa voix portait. Je m'appelle Dorothy Jennings. Je suis la mère de Linda. Il y a 16 ans, j'ai vu des bleus sur les bras de ma petite fille et j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Personne n'a donné suite parce que Richard Moore connaît tout le monde dans cette ville, et tout le monde dans cette ville voulait croire que la pelouse était aussi parfaite qu'elle en avait l'air. Elle s'est arrêtée, a balayé la pièce du regard, lentement, délibérément, en croisant les yeux de personnes qu'elle connaissait depuis des décennies. Vous lui avez tous serré la main chaque dimanche. Je ne vous blâme pas. Mais maintenant, vous savez. Elle s'est rassise. Et puis Ethan s'est levé. Mon frère, 18 ans, mince, portant toujours le costume que Richard avait choisi et la cravate que Richard avait mesurée, s'est levé de sa chaise, les mains tremblantes le long du corps. Tous les regards se sont tournés vers lui. Je suis Ethan, a-t-il dit. Sa voix tremblait, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai 18 ans, et mon père me frappe. Ma sœur dit la vérité. Il n'a pas donné de détails. Il n'en avait pas besoin. Il s'est rassis, et j'ai vu ses mains agripper ses genoux sous la table, les articulations blanchies, essayant de ne pas s'effondrer. Puis Linda s'est levée. Ma mère, qui avait passé 28 ans assise, debout, marchant, respirant dans le périmètre que Richard Moore lui autorisait, s'est levée au 3e rang d'une salle paroissiale, devant 200 personnes, et a dit 6 mots, je me suis tue trop longtemps. Elle a raison. Puis elle a pressé ses mains sur son visage et a éclaté en sanglots. 3 personnes, 3 générations, et une pièce remplie de témoins qui ne pourraient jamais désentendre ce qu'ils venaient d'entendre. Le pasteur David s'est avancé. Il est resté sur le côté de l'estrade pendant un long moment, la main posée sur le dossier d'une chaise, regardant le sol. Quand il a relevé la tête, son visage exprimait quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas du choc, mais de la honte calme et spécifique d'un homme réalisant qu'il s'était tenu à 1 mètre de la vérité et qu'il avait regardé ailleurs. Richard, a-t-il dit. Sa voix était posée, mais la chaleur avait disparu. Je dois parler avec le conseil des diacres, tout de suite. Richard a tenté une dernière approche. Il a cherché à saisir le bras de David, à baisser la voix pour reprendre ce murmure intime et raisonnable qu'il avait perfectionné, celui qui avait balayé chaque question gênante pendant 30 ans. David, écoute-moi. C'est un malentendu. Ma famille traverse une période. Richard. Le pasteur David a retiré son bras. Pas maintenant. L'atmosphère a basculé.
Pas d'un seul couple, ce n'était pas un moment de cinéma où tout le monde se lève pour applaudir. C'était plus lent que ça, et plus désordonné. Certaines personnes fixaient leur assiette. D'autres chuchotaient entre elles. Une femme que je ne connaissais pas, la cinquantaine, des lunettes, le genre de visage que l'on verrait derrière le guichet d'une bibliothèque, s'est approchée de moi, a touché mon bras et a dit « Je suis désolé, ma puce. » Je ne savais pas. Maintenant, vous savez, ai-je répondu. Quelques-uns des amis les plus proches de Richard, les hommes du barbecue, ceux qui avaient entendu sa version des faits pendant des années, restaient figés. L'un d'eux s'est levé et est parti sans parler à personne. Un autre fixait Richard avec une expression que je connaissais bien, le regard d'un homme en train de réorganiser tout ce qu'il pensait savoir. Tout le monde ne m'a pas cru ce soir-là. Certains ne me croiraient jamais. Mais ce fut le cas de suffisamment de personnes. Je suis descendu de l'estrade, j'ai rejoint Ethan et je lui ai pris la main. Linda a suivi. Nous sommes sortis par la porte latérale, et je ne me suis pas retourné. 72 heures. C'est le temps qu'il a fallu pour que la vie que mon père avait bâtie s'effondre. 24 heures après la cérémonie, le conseil des diacres s'est réuni. Je n'étais pas dans la pièce, mais Ethan l'a appris par un ami dont le père siégeait au conseil. Le vote pour déchoir Richard de ses fonctions a été unanime. Pas une seule voix pour sa défense. Les mêmes hommes qui avaient mangé son porc effiloché et ri à ses blagues s'étaient réunis en cercle pour l'exclure sans débat. 48 heures, les deux plus gros contrats dont l'entreprise de Richard dépendait, tous deux obtenus grâce à ses relations à l'église, ont été annulés. Le premier était une rénovation de 180 000 $ de l'aile et de l'église. Le second était un projet de centre communautaire de 95 000 $ pour le comté, recommandé par le beau-frère d'un diacre. Les deux se sont retirés avec le même langage poli et dévastateur. Nous pensons qu'il est préférable d'explorer une direction différente pour le moment. 72 heures, j'ai conduit Linda et Ethan au palais de justice du comté. Nous avons déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire. La requête incluait mes dossiers médicaux, l'enregistrement audio et une déclaration sous serment d'Ethan. La juge l'a examiné dans son bureau. Ce n'était pas une scène de tribunal dramatique, juste une femme fatiguée dans un petit bureau, lisant des pages et écoutant 4 minutes d'audio sur les haut-parleurs de son ordinateur portable. Elle a accordé l'ordonnance avant le déjeuner. Richard Moore avait l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres de sa femme, de sa fille et de son fils. Il a reçu l'ordre de quitter la maison de Maple Ridge Lane. La maison, s'est-il avéré, portait leurs deux noms sur l'acte de propriété. Linda figurait sur le titre depuis le rachat en 1998. Richard avait agi comme s'il en était l'unique propriétaire pendant 26 ans. Ce n'était pas le cas. Il a fait 2 valises et s'est installé dans une location à l'autre bout de la ville. La pelouse de Maple Ridge commençait déjà à pousser. Le lendemain de l'octroi de l'ordonnance, Richard s'est rendu à la First National Bank et a retiré chaque dollar du compte d'épargne d'Ethan, 38 000 $. Tout avait disparu avant même que le caissier n'ait fini de compter. Il pensait que c'était une punition, un dernier acte de contrôle. S'il ne pouvait plus posséder sa famille, il s'assurerait que son fils paie le prix de son départ. Mais grand-mère Dot avait prévu le coup. Ton grand-père disait toujours, ne laisse jamais une brute tenir le carnet de chèques, m'a-t-elle dit au téléphone, d'un ton factuel, comme si elle lisait une liste de courses. J'ai écouté. 5 ans plus tôt, discrètement, sans le dire à personne, Dot avait ouvert un compte d'épargne études 529 au nom d'Ethan. 200 $ par mois prélevés sur la pension de son défunt mari. 12 000 $, pas une fortune, mais assez pour garder la porte ouverte. Et puis l'église a fait quelque chose que je n'attendais pas. Moins d'une semaine après la cérémonie, un groupe de femmes de l'église de Grèce, les mêmes qui avaient apporté des plats chez nous, qui avaient dit à ma mère quelle belle famille elle avait, à organiser une collecte de bourse d'études pour Ethan. Elles ont fait circuler une enveloppe lors du service du dimanche. Elles ont publié un message sur la page Facebook de l'église. Elles ont envoyé des chèques par la poste. Le dimanche suivant, 8 400 $. 12 000 $ venant de Dot, 8 400 $ de la communauté, et une demande d'aide financière qu'Ethan et moi avons remplie ensemble sur ma table de cuisine, un mardi soir, en mangeant une pizza à emporter dans des assiettes en carton. Ce n'était pas 38 000 $. Ce n'était pas la voie royale que Richard avait fait miroiter avant de la saboter, mais c'était suffisant. Et le meilleur dans tout ça? La décision de Richard de vider le compte a été la preuve finale de qui il était vraiment.
Un homme capable de voler le fonds universitaire de son propre fils par pure méchanceté. Même ceux qui hésitaient encore ont cessé de le défendre après cela. La laisse était rompue. 2 semaines après la cérémonie, j'ai conduit jusqu'à la maison de Maple Ridge. C'était étrange de se garer dans cette allée sans que le Ford F-250 n'en occupe toute la largeur. Le drapeau était toujours sur le porche. La pelouse n'était pas droite. La couronne était celle de la saison passée. Linda était dans la cuisine, elle ne cuisinait pas, elle était juste assise à la table, regardant par la fenêtre l'arrière-cour où le barbecue était encore là, sans bâche, les pieds rouillés. La maison était plus silencieuse que je ne l'avais jamais connue. Et pour la première fois, ce silence n'était pas un signal d'alarme. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, mais elle a parlé. « Est-ce que tu me pardonnes ?» J'ai tiré la chaise en face d'elle, je me suis assise, j'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée et j'ai vu une femme que j'apprenais encore à voir. Pas la méchante, pas l'héroïne, juste une personne qui avait eu peur pendant si longtemps que la peur était devenue sa personnalité, et le silence son langage. Et le temps qu'elle trouve sa voix, sa fille avait déjà grandi sans elle. Je ne sais pas, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin de le savoir pour l'instant. Son visage s'est effondré. Mais tu t'es levé, ai-je ajouté. Dans cette pièce, devant tout le monde, tu t'es levé. Et c'est le premier pas. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. J'en avais envie. Une partie de moi, la partie de 10 ans, celle qui avait attendu dans une chambre sombre qu'elle revienne pour lui dire « ce n'était pas de ta faute », en avait envie. Mais je n'étais plus cette petite fille. Et prétendre le contraire aurait été un autre mensonge. Alors, je suis juste restée assise là, à ses côtés, dans cette cuisine qui ressemblait autrefois à un piège et qui, maintenant, n'était plus qu'une cuisine. Nous n'avons pas dit grand-chose. C'était suffisant. 1 an plus tard, la maison de Maple Ridge Lane avait changé d'allure. Pas de rénovation, Linda n'avait pas l'argent pour ça. Mais la couronne était neuve. La pelouse était tondue de façon un peu irrégulière par Ethan quand il rentrait le week-end. Et le réfrigérateur, ce même Kenmore blanc qui avait contenu la bière de mon père et les restes de ma mère pendant 20 ans, arborait désormais une photo d'Ethan, souriant dans un sweatshirt d'université, debout à côté d'une fille que je n'avais pas encore rencontrée. Ma photo était là aussi. Un selfie que j'avais envoyé à Linda. Moi dans ma blouse après une garde de 12 heures, fatiguée mais souriante. Elle l'avait fait imprimer au CVS et l'avait punaisée à côté de celle d'Ethan avec un aimant en forme de marguerite. C'était la première fois qu'une photo de moi se trouvait sur ce réfrigérateur. J'avais 25 ans. Ethan s'en sortait bien. Pas Harvard, pas le plan grandiose dont Richard s'était servi comme d'une arme, mais une bonne université locale près de chez Dot. Une filière en ingénierie, un travail à temps partiel dans une quincaillerie qui lui donnait droit à une réduction sur les outils qu'il voulait vraiment. Il m'appelait chaque jeudi. On parlait surtout de rien du tout. C'était le meilleur moment de ma semaine. Linda suivait une thérapie. Elle avait obtenu son permis de conduire, son tout premier à l'âge de 50 ans. Le jour où elle a réussi l'examen, elle m'a envoyé une photo d'elle tenant sa carte, et son sourire était l'expression la plus sincère que j'ai jamais vue sur son visage. Nous nous retrouvions 1 semaine sur 2 pour prendre un café. Certaines visites étaient bonnes, d'autres silencieuses, d'autres difficiles, mais elles existaient, et c'était déjà plus que ce que j'avais eu pendant 18 ans. Richard vivait seul dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Il avait perdu son siège de diacre, ses contrats, sa maison, et l'histoire qu'il s'était racontée sur lui-même. Quelques personnes le croyaient encore, mais de moins en moins chaque mois. Il n'a jamais présenté d'excuses. J'ai arrêté de les attendre. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous donner une leçon. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach de vie. Je suis une infirmière qui travaille 60 heures par semaine et qui possède une seule paire de chaussures élégantes. Je vous raconte cela parce que pendant 18 ans, j'ai cru que j'étais le problème. J'ai cru que si j'étais plus silencieuse, plus douce, plus prudente, si je pouvais simplement arrêter de le provoquer, mon père arrêterait de me faire du mal. Et la personne qui aurait dû me dire que c'était faux était là, tout le temps, en train de murmurer le contraire. Alors, si quelqu'un m'écoute en ce moment, et se trouve dans une pièce où quelqu'un lui répète qu'il est la raison pour laquelle les choses sont brisées, vous ne l'êtes pas. Vous n'avez jamais été la raison. Le silence n'est pas de la loyauté. Partir n'est pas une trahison.
Et vous ne devez jamais votre image à quelqu'un qui a brisé la vôtre. Ma mère a eu tort pendant 18 ans. Mais elle a eu raison une fois le soir où elle a appuyé sur « Enregistrer ». Et cet unique acte de vérité, aussi tardif fut-il, a changé le cours de 3 vies. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour totalement. Le pardon n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas quelque chose que l'on décide une fois pour toutes. C'est plutôt comme de la rééducation physique, certains jours on progresse, certains jours cela fait plus mal que la veille, et on y retourne quand même, parce que l'alternative, c'est de rester brisé. Je m'appelle Megan. J'ai 25 ans maintenant. J'habite toujours dans ce studio. J'ai toujours mes rideaux IKEA. Et pour la première fois de ma vie, je ne sursaute plus quand mon téléphone sonne. C'est suffisant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Cela aide plus de personnes à l'entendre. Et si vous avez une histoire à vous, les commentaires sont ouverts. Aucun jugement ici. Si vous voulez en entendre davantage, consultez le lien dans la description. Une autre histoire sur les limites, la famille, et les choses dont le papier se souvient quand les gens choisissent d'oublier. On se retrouve dans la prochaine vidéo.